En fait, le titre correspond à le titre d'une petite introduction que je vais faire pour poser un petit peu le thème, du point de vue plutôt de la discipline, hein, c'est-à-dire de la philosophie des sciences, avant les interventions qui vont à proprement parler traiter directement du sujet, qui est le sujet de cet après-midi de conversation, à savoir les défis de la science contemporaine face au changement climatique et les enjeux de responsabilité que cela pose, et notamment les deux interventions de Kevin Jean et d'Evelyne Lost, sachant que la troisième intervention qui était prévue n'aura pas lieu, celle d'un représentant du COMET qui a annulé hier. Donc il y aura trois interventions cet après-midi dans la mienne, qui est une petite introduction, et puis je présenterai les intervenants suivants par la suite. Alors, déjà, peut-être un mot pour vous dire... oui. Excusez-moi, j'ai juste laissé mes affaires ici. Et vous êtes trompé de salle? Non, j'étais là ce Ah, matin oui, et je suis désolée. Pas de problème. Allez-y. Donc, voilà, pour poser un petit peu la problématique de cet après-midi, j'ai choisi d'utiliser un concept que je travaille depuis quelques années en recherche, qui est le concept de science impliquée. Qui est cette idée de science impliquée, qui est une hypothèse de recherche, qui n'est pas quelque chose de constitué, qui n'est pas un champ de la science qui existe, comme peuvent exister les sciences participatives, les sciences citoyennes. Voilà, c'est un concept, le concept de science impliquée. Et derrière cette question de la science impliquée, en fait, se cache un enjeu qui est celui, me semble-t-il, de concilier deux exigences contemporaines très fortes pour les sciences, que sont les exigences de fiabilité. C'est ce qu'on attend de la science, que la science soit fiable, et on reviendra un petit peu sur ce que l'on entend par ça. Qu'est-ce qu'une science fiable? Et l'enjeu de l'exigence, je dirais même de l'engagement de la science, alors l'engagement en général de la science dans la société, mais a fortiori, pour le sujet qui nous intéresse cet après-midi, l'engagement de la science face aux défis de la crise écologique et plus précisément le défi climatique. Il me semble que, en tout cas, derrière cette idée de science impliquée, c'est cette question qui se pose: comment concilier ces deux exigences, l'exigence de fiabilité et l'exigence d'engagement? Autrement dit, pour reformuler la question, comment nous pouvons penser l'implication de la science en société, pour la société, avec la société? Comment on peut concilier l'implication de la science en société avec ce qui fait la spécificité de la science, ce qui fait aussi sa nature peut-être, qui est celle d'avoir un certain rapport au réel, permettant de comprendre, d'expliquer, de prédire des phénomènes, avec rigueur, robustesse, finalement avec fiabilité. Voilà. Il me semble que ces deux exigences, c'est pas du tout évident de les concilier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, historiquement, la science s'est plutôt éloignée des préoccupations sociales. La science a plutôt été méfiante vis-à-vis des intérêts qui pouvaient se mélanger aux intérêts scientifiques, les intérêts sociaux, les intérêts économiques, les intérêts culturels, les intérêts aussi peut-être anthropologiques, et à revendiquer, comme vous le savez, et c'est toute l'histoire du positivisme scientifique, à revendiquer son autonomie vis-à-vis du champ social, pour éviter justement des interférences qui pourraient abîmer sa fiabilité, qui pourraient réduire sa fiabilité. Et donc historiquement, la science a toujours eu un comportement de méfiance, bien que dans les faits, les interférences et l'enchevêtrement entre science et société ont toujours eu lieu. Mais dans sa représentation, dans notre conception de la science, il y a cette idée que la science revendique son objectivité, revendique sa fiabilité par une sorte de distance mise avec des intérêts qui ne sont pas scientifiques. Et encore aujourd'hui, on peut entendre ce discours de séparation entre une science autonome, neutre, impartiale, et
la société qui utilise, applique ou instrumentalise cette science selon un contexte particulier. L'idée de science impliquée, c'est pour défaire cette opposition-là, c'est pour défaire cette dichotomie, c'est pour défaire cette séparation. C'est pour dire que finalement la science, son implication n'est pas conjoncturelle, n'est pas contextuelle, n'est pas en quelque sorte l'implication de la science n'est pas quelque chose qui se travaillerait aujourd'hui spécifiquement parce que nous sommes dans un contexte spécifique. L'idée ici, c'est de dire que constitutivement, la science est impliquée. Donc c'est ce que je vais essayer ici de montrer. Alors déjà, pourquoi parler de science impliquée, ce terme d'impliqué? Ça m'est venu déjà pour une raison sémantique. C'est qu'il me semble que le débat est pollué par plein d'adjectifs qui sont souvent d'ailleurs les adversaires des mots, comme on le sait, science, et on met quelque chose derrière. Voilà. Et il me semblait nécessaire d'avoir un terme qui permette de définir la science dans ce qu'elle est constitutivement sans se mettre dans une case. Et sémantiquement, ce que l'on entend, c'est les termes de science expliquée, de science appliquée, de science dupliquée ou de science compliquée. Donc il y a tous ces termes qui sont utilisés. Science compliquée, ça serait la science fondamentale. La science dupliquée, ça serait la science de la tradition qu'on répète et qu'on enseigne. La science appliquée, ce serait cette partie technique de la science qui appliquerait ces théories, etc., etc. Et finalement, tous ces termes-là, la science expliquée, la science appliquée, relèvent de logiques qui me semblent être des logiques qui ne prennent pas la mesure de ce qu'est véritablement la science dans son intrication avec la société. Et ici, j'ai juste, pour cette introduction, qui sera courte, ne vous inquiétez pas, simplement mis en valeur deux de ces logiques standards, ce que j'appelle les logiques standards, pour comprendre les relations de la science contemporaine avec la société, que sont la logique de l'explication et la logique de l'application, pour aller vers ce que moi j'appelle une logique de l'implication. Alors, la logique de l'explication, c'est ce qu'on peut appeler la science expliquée, c'est-à-dire une science stabilisée dont il faudrait simplement faire un travail pédagogique à son égard pour expliquer au grand public ce qu'il en est. C'est un peu le mouvement du Public Understanding of Science, c'est-à-dire un mouvement qui considère que le boulot de la science, c'est exclusivement et essentiellement de produire des connaissances, et que ces connaissances, qui sont produites par la science, doivent être expliquées à ceux qui ne sont pas des producteurs de savoir. Alors évidemment, cette logique de l'explication, elle a un sens. Évidemment, c'est tout ce qu'on appelle la médiation culturelle, ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, ce qu'on appelle tout le travail des scientifiques pour partager et populariser leur savoir en société. Mais notre représentation des sciences ne peut pas exclusivement dépendre de cette logique-là. En tout cas, on ne peut pas, pour le dire autrement, on ne peut pas penser la relation science-société sur le seul registre de l'explication, où il y aurait les scientifiques qui produisent et un réceptacle, une sorte de société avec un grand S qui recevrait des savoirs et auquel il faudrait expliquer. Voilà. Parce que les gens, finalement, la société, selon cette logique-là, serait d'abord ignorante. Et elle ne serait pas elle-même, si vous voulez, porteuse de savoir, elle ne serait pas elle-même porteuse de sens, et la science serait là pour l'éclairer et pour lui faire comprendre le sens et pas simplement le contenu des phénomènes. Donc cette logique de l'explication, elle n'est pas satisfaisante, bien qu'elle soit nécessaire. La deuxième logique qui a aussi pollué la relation entre science et société est celle qu'on peut appeler la logique de l'application. La logique de l'application, c'est la logique qui considère qu'il y a d'un côté la production des connaissances scientifiques et que cette production-là est essentiellement logothéorique, c'est-à-dire que c'est essentiellement une production basée sur des théories, des hypothèses, dont le corpus est essentiellement fait de discours, logothéorique. Et d'un autre côté, il y aurait la technique, et que cette technique-là ne serait en fait que l'application de la science. Voilà. Cette logique de l'application a divisé,
forme de summa divisio très constitutive du positivisme scientifique, a constitué deux camps, hein, le camp de la science fondamentale et le camp de la science appliquée. Hein. Dans les années 60-70 en France, vous voyez naître les premiers instituts de sciences appliquées, les INSA, qui étaient basés, les Instituts nationaux de sciences appliquées, donc des instituts qui forment des ingénieurs, qui étaient basés sur cette idée que finalement, il nous fallait des applicateurs. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, les ingénieurs, les techniciens sont tous des applicateurs. Ce sont aussi des scientifiques, des penseurs, ils créent leur propre savoir. Et la technique en elle-même est porteuse de sens, est porteuse de savoir, est un savoir, voilà, est une science. Et donc, cette idée qu'il y aurait d'un côté les sciences logothéoriques et d'un autre côté les sciences appliquées, donc tout ce qui est la technique, nous empêche de penser le lien entre les deux et nous empêche de penser le fait que les applications de la science, donc en fait celles avec lesquelles nous sommes en contact, hein, on va dire que la technique, c'est un peu l'intermédiaire matériel qui nous met en contact avec la science. Bon, voilà, vous avez le smartphone. Le smartphone est un objet technique qui est rempli de science, qui est rempli d'hypothèses, qui est rempli de concepts. Mais le contact que nous avons avec cet objet technique, c'est un contact matériel. Et nous pensons que ce contact-là n'a d'enjeu que par les usages que nous avons avec lui, mais pas parce qu'il est véritablement d'un point de vue scientifique. Donc quand on regarde les objets techniques que par leur usage, on s'empêche de penser la science qui est derrière et le sens que l'on veut donner à cette science. Et ici, j'allais dire, les critiques de ces dernières années qui ont été les plus efficaces contre cette logique de l'application, c'est ce qu'on a appelé le mouvement low-tech, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, mais ce mouvement qui consiste à faire de la technique un objet éthique, un objet de savoir scientifique, et de travailler les liens science et société par la technique, voilà, par l'objet technique. Et donc cette logique de l'application ne permet pas ça. Alors voilà, ça c'était simplement pour dire que ce terme de science impliquée, il s'inscrit dans un mouvement historique, voilà, avec des jalons que je ne peux pas ici détailler, mais qui viennent bousculer ces deux logiques, logique de l'explication, logique de l'application. Alors, bon voilà, ça désolé, je bascule en anglais parfois, parce que voilà, c'est un diapo que j'utilise aussi pour des conférences en anglais, mais en fait ça je viens de le dire. Alors voilà, la logique de l'implication, c'est une logique qui veut qui veut penser l'inséparabilité des enjeux sociaux et scientifiques, qui essaye de penser le caractère consubstantiel de l'implication sociale de la science. C'est-à-dire de l'idée que nous n'avons pas à choisir si nous allons faire une science désintéressée, fondamentale, ou si nous allons faire une science, proche des enjeux sociaux, une science finalisée. Ça, c'est le logiciel que nous a imposé le positivisme et qui a donné le terme de recherche finalisée, recherche fondamentale, etc. Qui sont en fait des impasses. L'idée de science, de la logique de l'implication, c'est pour dire que la science, et quelles que soient les sciences, là nous allons parler des sciences du climat, de la biologie, etc. Donc vous allez de toute évidence comprendre que ce sont des sciences impliquées. Mais j'allais dire l'astrophysique, la physique des exoplanètes, la science dont vous pensez qu'elle est la plus fondamentale est une science impliquée. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais véritablement faire passer comme message. C'est que l'implication de la science n'est pas une option. C'est un élément constitutif. Alors, pourquoi ce n'est pas une option ? Parce que l'implication, cette logique de l'implication, elle a trois objectifs, ou trois dimensions, qui sont... là, j'ai mis des formes de lutte contre l'indifférence, mais nous pourrions dire des formes de lutte contre le positivisme scientifique. Puisque la science a toujours... au sein de la science, il y a toujours une bataille entre les partisans d'un positivisme scientifique, c'est-à-dire de ceux qui pensent que la science est un territoire extrasocial, qui se pense en autonomie, en dehors des enjeux sociaux, économiques et culturels. Voilà. Et en face, ce qu'on a appelé le courant relativiste, qui pense qu'au contraire, la science doit être mélangée, diluée,
être finalement un secteur de la société comme un autre, de la création sociale comme un autre. Et dans cette lutte entre le positivisme et le relativisme, qui dure encore aujourd'hui, s'est immiscé on va dire un courant qu'on a appelé le pluralisme, le pluralisme scientifique, et qui cherche précisément à penser la science comme une lutte contre l'indifférence. Alors, contre l'indifférence de quoi? Et c'est là les 3 niveaux de l'implication scientifique. D'abord, une indifférence aux conséquences. Cette idée selon laquelle la science produit ce qu'elle veut. Et puis ensuite, on voit, on voit un peu après les applications, ce que ça va faire. C'est pas nous scientifiques le problème. C'est les États, les pouvoirs, les entreprises qui vont utiliser notre savoir, la société qui va en faire un bon ou un mauvais usage, mais voilà, ça ne nous regarde pas. Alors ça a volé en éclats avec le scandale de la bombe atomique après-guerre. Et depuis, cette idée de l'indifférence de la science aux conséquences ne fait que voler en éclats, mais pourtant elle perdure. Donc l'idée ici, c'est de dire que l'implication, c'est aussi une implication ontologique. Ontologique dans le sens où la science, les savoirs scientifiques, soient-ils les plus théoriques, soient-ils les plus abstraits, modifient le monde. Modifient le monde, quel que soit le niveau de modification, quelle que soit l'intensité de cette modification. Certes, des savoirs scientifiques, nous conviendrons que quand il s'agit par exemple de créer un OGM, lorsqu'il s'agit par exemple de créer une bombe nucléaire, lorsqu'il s'agit par exemple de produire le diagnostic d'une nouvelle maladie, etc., oui, on comprend que l'intensité ontologique ici de ce savoir-là est forte. Mais en fait, cette implication ontologique, elle est présente partout. Lorsque l'on arrive à détecter, ou on fait des hypothèses sur la vie en dehors de notre système, solaire, en dehors de notre galaxie, ça change notre représentation du monde. Ontologiquement, ça modifie quelque chose. Et ça, c'est une forme d'implication. Donc, si vous voulez, on va parler en degrés. Il n'y a pas de différence de nature entre l'astrophysique des exoplanètes et la science de la maladie d'Alzheimer ou la science du climat. Il y a une différence de degrés d'implication ontologique. Mais il y a une implication ontologique tout de même. Donc ça, il faut travailler cette question. Quelles sont les conséquences sur nos représentations, tout comme quelles sont les conséquences sur nos vies, sur nos existences de tel et tel savoir. Dans une lutte contre la séparation entre science et application. Le deuxième niveau, et c'est un niveau proprement épistémologique de l'implication scientifique, qui consiste à dire que tous les savoirs, quand ils sont créés, ils s'inscrivent dans un paysage préexistant et ils vont le modifier. Et ça, c'est une forme aussi d'implication. Le fait de savoir découper le génome grâce à des outils moléculaires type CRISPR-Cas9, c'est ce savoir-là, qui est à la fois un savoir théorique et technique, a une implication ontologique dans le sens où il vient modifier le champ dans lequel il s'inscrit. La génétique, la biologie moléculaire n'est pas la même avant et après cette découverte-là. Et donc là, l'enjeu, c'est de lutter contre l'indifférence vis-à-vis du pluralisme scientifique. Je m'explique. Souvent, un savoir ou une découverte, quand elle naît ou quand elle émerge, a tendance à invisibiliser ce qui la précède, la remplacer. C'est toute la théorie du paradigme. Et en faisant cela, il y a ce savoir qui émerge et qui devient à un moment donné un mainstream, fait comme si le paysage dans lequel il s'inscrit n'existait plus, et il deviendrait le paysage. Il deviendrait finalement la science. Et donc voilà, vous avez tout un tas comme ça de gens, de scientifiques, de laboratoires, d'institutions qui régulièrement disent ce qu'est la science. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'engouement pour les big data, pour la science des données. Bon ben voilà, il n'y avait rien avant. Bon, il n'y avait rien. Maintenant, la science, c'est que la science des données, c'est que les big data, et c'est le mainstream, et ça remplace tout le reste. Donc ça, c'est une indifférence au pluralisme scientifique. Ici, l'implication, le sens que je lui donne, c'est de dire les savoirs que nous créons doivent s'intégrer de façon harmonieuse, si possible, dans un paysage préexistant sans écraser ce qui existe déjà. Et en cherchant plutôt
les complémentarités, les agencements, voilà. Ou le conflit, évidemment, on peut pas, c'est pas quelque chose à effacer. Mais dans la théorie kuhnienne des paradigmes, qui est une catastrophe pour la philosophie des sciences, cette théorie-là, l'idée qu'un paradigme remplace un autre et qu'après une révolution scientifique, on a de nouveau une science normale, non. Là, l'idée, c'est de dire que peuvent cohabiter plusieurs sciences normales, pour reprendre un petit peu le vocabulaire de Thomas Kuhn, et que peuvent cohabiter plusieurs paradigmes, également fiables les uns les autres. Et pourquoi pas, ces paradigmes sont en conflit, mais il faut traiter du coup ce conflit épistémologiquement et pas politiquement, en écrasant par exemple des scientifiques ou des laboratoires. Donc voilà, là l'idée de ce deuxième niveau, c'est l'idée d'une implication épistémologique des savoirs. Alors dans le cadre de la science du climat, ça a énormément d'importance. Énormément d'importance, on y reviendra. Pour penser les sciences du climat et pour penser aussi l'implication de la science vis-à-vis du changement climatique, ce deuxième point est vraiment très important. Et puis le troisième point, qui est aussi très actuel, c'est de lutter contre l'indifférence vis-à-vis du contexte. Je l'ai dit, la représentation standard de la science a été une forme de mépris vis-à-vis des conséquences, laissant les conséquences à la politique, à la technique ou à la société, mais aussi une forme de mépris vis-à-vis du contexte. Le contexte, dans l'idée de la science standard, c'est un bruit qu'il faut éliminer pour essayer de purifier le savoir scientifique. Or, on s'est rendu compte, grâce à la sociologie, à l'anthropologie, à la philosophie des sciences, que ce bruit il a une importance. Que ce qu'on appelle le contexte de vie des personnes concernées par une maladie, que ce qu'on appelle le contexte finalement des sociétés qui subissent le changement climatique, ce sont des objets de connaissance à part entière qu'il faut prendre en compte, et pas simplement des bruits qu'il faudrait évacuer pour avoir une science pure. Et donc cette idée de prendre au sérieux le contexte nous a obligés, à partir des années 70 et 80, en philosophie des sciences, à faire ce qu'on a appelé le tournant des valeurs, c'est-à-dire à considérer que la science, c'est aussi une question de valeur. Et que pour penser le processus scientifique, il fallait penser les valeurs que la science véhicule. Parce que ces valeurs provenant du contexte dans lequel la science évolue. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler une implication axiologique, c'est-à-dire une implication vis-à-vis des valeurs véhiculées par la science, vis-à-vis des valeurs que la science véhicule. Que la science véhicule explicitement, mais souvent implicitement. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est de démocratiser finalement ce partage des valeurs dans la science. Cette idée de ce troisième niveau de l'implication, c'est de démocratiser le partage des valeurs dans la science. De dire que la science est impliquée en cela qu'elle est aussi un enjeu de valeur. Et là encore, on va voir avec les deux interventions qui vont suivre que cette question des valeurs est omniprésente. Que ça soit dans le cœur du processus scientifique, lorsqu'il s'agit de choisir entre deux théories, lorsqu'il s'agit de choisir entre des jeux de données, lorsqu'il s'agit de choisir entre deux méthodologies, des valeurs. Les valeurs président à ces choix-là. Il faut les identifier, mais d'autres types de valeurs aussi interviennent, des valeurs comme la justice sociale, la soutenabilité écologique, le bien-être, etc. sont des valeurs qui aujourd'hui deviennent plus explicites dans la science et qu'il nous faut partager et dont il nous faut comprendre l'impact que ça a sur la fiabilité. Ça va être ça, la fiabilité scientifique, ça va être ça l'enjeu. Donc voilà, l'implication, donc premier message que je voulais un petit peu partager avec vous, c'est que l'implication, c'est le nom finalement que l'on peut donner à la science contemporaine, indépendamment vraiment du contenu de cette science, qu'elle peut se comprendre selon ces trois dimensions, une dimension ontologique, une dimension épistémologique et une dimension axiologique. Alors, j'avais dit que je faisais qu'une intro, mais quand même, je vais essayer d'accélérer un peu. Ça, c'est pour résumer un petit peu la matrice dans laquelle j'évolue pour penser cette idée de science impliquée. Voilà, simplement, pour que vous compreniez.
Donc je reprends sur les lignes les 3 dimensions, la reconnaissance du pluralisme scientifique, la reconnaissance finalement de la pertinence des connaissances, donc ça c'est la question des valeurs, et la reconnaissance de nos responsabilités, ça c'est la prise en compte des conséquences. Donc ces 3 finalement, à chaque lutte contre l'indifférence correspond à une reconnaissance. En philosophie politique, on connaît bien ça. Les théories de la reconnaissance sont venues finalement essayer de donner une réponse au mépris social, à l'indifférence. Et donc en science, on peut l'appliquer. Et donc nous avons ces 3 niveaux de reconnaissance. La reconnaissance du pluralisme scientifique, la reconnaissance de la pertinence des connaissances et la reconnaissance de nos responsabilités. À cela correspond un certain nombre de mécanismes que l'on a à notre disposition pour penser cette reconnaissance-là. Voilà, je vais simplement parler du deuxième, parce que je n'aurai pas le temps de parler ni du premier ni du deuxième. Donc, des mécanismes que l'on a à notre disposition pour penser la reconnaissance des savoirs pertinents, que sont la distinction entre les concepts de robustesse, de pertinence et de légitimité, et finalement la question d'une autre conception de la qualité des connaissances, que j'appelle plutôt fiabilité des connaissances. Voilà, donc ça, je vais en parler ça maintenant rapidement, de cette deuxième ligne, qui est finalement cette implication axiologique. Comment on peut penser la fiabilité scientifique en rendant compatible cette fiabilité scientifique avec la nécessaire application de la science. Donc je vais faire ça rapidement, voilà, c'est ce deuxième axe-là. Je vais vous parler, et les étudiants dans la salle connaissent cet exemple que je donne en cours, mais que j'aime bien parce qu'il est parlant, et qu'il n'est pas très éloigné, cet exemple, de ce dont on va parler après avec les défis climatiques, puisqu'il s'agit de réfléchir à la façon dont on construit des connaissances dans le domaine de la préservation de la biodiversité des abeilles sauvages. Voilà. Donc c'est un domaine particulier. Ici, je vais ici simplement commenter une publication, mais c'est une publication et vous en avez des centaines comme ça, qui peuvent vous éclairer sur cette question. Une publication qui a essayé de définir la fiabilité des connaissances dans ce domaine-là en regardant s'il y avait une corrélation entre, d'un côté, les critères habituels que l'on donne en science pour définir la robustesse d'une connaissance, et de l'autre côté, des critères auxquels on peut attribuer l'idée d'une pertinence de ces connaissances. Donc déjà, l'idée que la fiabilité se construit selon ces 2 idées, la robustesse, que l'on va définir plutôt comme, pour le dire rapidement, parce que je ne peux pas trop détailler ça, mais comme l'adéquation du processus scientifique avec les méthodologies admises à un moment donné dans cette science-là. Voilà. Et donc là, le critère qu'ils ont pris, c'est le classement des revues. Voilà. Alors on peut critiquer ce critère-là, parce que le classement des revues, au classement des revues ne correspond pas forcément à la rigueur méthodologique, mais on peut s'imaginer que si, quand même, que le billet d'entrée pour publier dans Nature, Science ou des revues de ce type-là nécessite quand même une certaine rigueur. Voilà. Et donc, ils ont pris ce critère-là pour ces connaissances vis-à-vis de la protection des abeilles sauvages. Et en face, ils ont, pour définir ce qu'on va appeler la pertinence d'une connaissance, demandé l'avis à 113 praticiens de la protection des abeilles sauvages. Alors ces praticiens, ça peut être des scientifiques, des techniciens, des conseillers agricoles, des environnementalistes, des citoyens très engagés dans une association qui œuvrent d'une façon ou d'une autre pour la protection des abeilles sauvages. Et en fait, ce qu'ont fait ces auteurs-là, c'est qu'ils ont repéré dans la littérature 54 actions qui contribuent, on imagine, à la conservation des abeilles sauvages. Ils ont repéré que ces 54 actions-là étaient documentées par 159 publications. Et puis, ils ont demandé à 113 praticiens de classer par ordre de pertinence ces 54 actions.
Donc voilà, le technicien agricole de telle commune, voilà, vous avez une liste de 54 actions. Selon vous, praticiens, quelle est la pertinence de ces actions et vous les classez. Donc on obtient, si vous voulez, un score de pertinence pour chacune des actions. Et en face, on a un score de robustesse pour chacune de ces actions aussi, qui est lié aux publications qui sont venues conforter ces actions-là et qui ont été publiées dans des revues. Alors le premier résultat de ces auteurs, pour ne pas être trop long, c'est que, comme vous le voyez, il y a une corrélation qui est positive mais qui est très faible. Qui est très faible. Donc là, c'est ce qu'ils appellent la corrélation entre l'impact factor, ce qu'on appelle l'impact factor, et le score d'impact, que moi j'appelle le score de pertinence. Avec des anomalies, c'est-à-dire des décrochages, notamment voilà, celle-ci, l'une des publications qui a été publiée dans des revues à très fort impact, présente un score de pertinence très faible. Donc on a ici un décrochage sur ce que les acteurs, les 113 praticiens considèrent comme finalement pas du tout pertinent, mais en fait c'est une publication dont la connaissance a été validée par un impact factor très élevé. Ce que les auteurs veulent dire ici, et vous avez comme ça d'autres décrochages. Ce que les auteurs ici veulent dire, c'est que eux, ils faisaient l'hypothèse, naïve certes, mais c'était une hypothèse de recherche, que la corrélation serait forte entre la pertinence des connaissances produites et leur robustesse. Et en fait, le résultat, c'est que cette corrélation est faible, voire pour certaines actions, elle est nulle. Donc, ici, c'est pour dire que nous sommes dans un moment où la connaissance scientifique produite, soit-elle robuste, soit-elle académiquement robuste, admise, rigoureuse, ceci n'est pas une garantie de pertinence de ces connaissances. Et moi, ce que je dis, et les auteurs ne le concluent pas comme ça, mais d'un point de vue de l'épistémologie, ce que ça veut dire que nous sommes dans un moment où les productions scientifiques que nous créons ne garantissent pas automatiquement la fiabilité. Et que cette fiabilité, elle ne peut s'obtenir que si à la fois nous avons une robustesse et une pertinence. C'est-à-dire que nous avons à la fois un savoir qui répond à un certain nombre de normes épistémiques admises dans la science méthodologique, épistémique, et en même temps soit connecté avec des enjeux sociaux, économiques, culturels, qui vont former ce qu'on appelle la pertinence. Et que c'est la rencontre des deux qui forme la fiabilité. C'est ça, la fiabilité scientifique ne s'obtient jamais que par la revendication d'une robustesse, ni par la revendication d'une pertinence. Et là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une opposition où on dirait « moi, ma science, elle est fiable parce qu'elle est très pertinente » ou « moi, ma science, elle est fiable parce qu'elle est très robuste ». Non, l'idée de la revendication de fiabilité en science, c'est l'idée d'un curseur que l'on va mettre entre robustesse et pertinence, et ce curseur, il va dépendre précisément du contexte. Donc on verra pour les sciences du climat et pour la science face au climat, où est le curseur aujourd'hui dans les interventions suivantes. Est-ce que nous produisons à propos du climat une science fiable, c'est-à-dire à la fois robuste et pertinente? Alors moi ma réponse, elle est que oui, et que les sciences du climat et le GIEC sont aujourd'hui l'exemple paradigmatique de fiabilité scientifique. Et que j'aimerais qu'il y ait des GIEC de l'Alzheimer, qu'il y ait des GIEC des zoonoses, qu'il y ait des GIEC de tous ces domaines, parce que c'est l'exemple paradigmatique d'une science impliquée. Mais on y reviendra par la suite. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce qu'après, il y a d'autres niveaux que je pourrais détailler sur l'éthique de la recherche, et notamment des outils aussi à notre disposition pour penser à nouveau frais l'éthique de la recherche, notamment des mécanismes de vigilance, de réflexivité et d'alerte. Mais Kevin, avec l'idée de l'engagement des scientifiques aujourd'hui, notamment dans le mouvement scientifique Rébellion, va parler de ces enjeux-là, donc je ne vais pas détailler. Voilà pour cette courte introduction, mais vous n'êtes pas venu m'écouter. Vous êtes venu écouter nos deux invités d'honneur, dont je vais inviter le premier, qui
qui est Kevin. Donc Kevin est maître de conférence au CNAM à Paris et engagé dans différentes associations, notamment le Labo 1.5 dont on va parler, mais aussi le mouvement scientifique Rébellion. Et donc je vais lui laisser la parole et le remercier beaucoup pour sa présence ici.